14h. J'ai le son, mais que du PC, pas en... Ouais, mais tu entends, toi. Oui. Et toi, il t'entend? Je sais pas, j'ai fait un test tout à l'heure, mais je... Fais un peu pour voir si t'entends. Ben là, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. Oui, c'est bon. Un peu plus fort. C'est bon pour moi. J'ai un peu peur du Larsen. Non, mais moi, j'ai tout coupé. Oui, non, mais propre au PC. Voilà. Là, j'ai... C'est sûr qu'il faudrait que t'entendes des questions. Ouais, mais c'est bien, ça devrait être bon. Faut qu'on l'entende, on s'en peut. Ah, vous, par contre, je sais pas trop si vous entendrez. Après, Demande à Jean-Marc s'il peut parler. Oui, j'ai l'impression que tout à l'heure, il m'entendait, du coup... Est-ce que ça fonctionne toujours? Oui, Oui, c'est bon. c'est tout bon. Peut-être que mon téléphone, ça va. Oh. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, nous nous réunissons aujourd'hui pour entendre le travail qu'a réalisé Jean-Baptiste Guiton durant son doctorat sur la modélisation du comportement géométrique d'une machine à structure parallèle hyperstatique. Et il a appliqué ceci aux machines-outils. L'objectif de ce jury et de pourvoir à l'obtention d'un doctorat de l'université de Clermont-Auvergne pour Jean-Baptiste Guiton. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Donc j'ai eu la lourde tâche de présider ce jury. Donc je suis Jean-Marc Linares, professeur à Aix-Marseille Université. Donc dans le jury sont présents deux rapporteurs, dont le premier est Sylvain Lavergne, qui est professeur à l'université Paris-Saclay. Donc voilà, il lève la main pour se présenter. Bonjour Sylvain. Le deuxième rapporteur est Stéphane Caro, qui est directeur de recherche à Centrale Nantes. Donc un petit coucou, merci Stéphane. Le quatrième membre de ce jury est Fabien Vipré, qui est maître de conférence à l'ENSAM de Cluny. Tu peux faire un petit coucou Fabien, voilà, merci Fabien. Après, nous allons retrouver les encadrants de cette thèse, donc la directrice de thèse qui est Hélène Chanal. Voilà. Après, nous aurons Benoît Blassat, qui est professeur des universités, et le dernier encadrant est Benjamin Boudon. Mais je pense que vous les connaissez, Jean-Baptiste, c'était vos encadrants. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, vous allez avoir 45 minutes pour présenter vos travaux de recherche. Et après, alors déjà, on a dû négocier sur la durée des questions, parce qu'il y en a certains qui ont une grande liste de questions. C'est pas pour vous mettre la pression, mais voilà. Vous aurez à défendre votre travail par des questions qui seront formulées par les rapporteurs et les membres de ce jury. Jean-Baptiste, vous avez la parole pour 45 minutes. Voilà, merci. Merci beaucoup, monsieur le président du jury. Mesdames, messieurs les membres du jury, je vais vous présenter du coup mes travaux réalisés à l'Institut Pascal portant sur la modélisation et le comportement géométrique d'une machine à structure parallèle hyperstatique. Ces travaux de thèse se sont déroulés au sein du projet ECAS-DPE, qui est un projet européen en lien avec la Chine afin de créer un ensemble de processus et d'équipements capables de réaliser le perçage sur des structures aéronautiques. Les deux objectifs principaux de ce projet
sont la création du coup de cette machine pour réaliser des perçages entre un diamètre 14 mm et 24 mm sur de grandes pièces aéronautiques, et aussi de créer des liens entre les différents partenaires du projet. J'ai abordé le perçage. Notre sujet se porte sur le perçage orbital, puisque nous avons des matériaux hétérogènes, un empilage de titane, de composite et d'aluminium, qui ont tous des conditions de coupe différentes, ce qui apporte au perçage orbital une particularité, puisque nous allons pouvoir modifier les conditions de coupe selon le matériau qui va être utilisé. De plus, ce processus d'usinage va nous permettre d'avoir, dans un premier temps, de meilleures qualités d'usinage, que ce soit au niveau de l'état de surface obtenu sur les métaux ou le délaminage au niveau du matériau composite. Dans un second temps, on va avoir des meilleurs efforts d'usinage, des efforts d'usinage réduits comparés au perçage conventionnel. En troisième point, nous allons avoir une cinématique un petit peu particulière, différente du coup du perçage conventionnel. Ces trois éléments principaux vont nous amener à considérer que les machines-outils à structure parallèle hyperstatiques sont pertinentes, puisqu'elles possèdent une meilleure rigidité que les machines de même standard, ainsi que une meilleure dynamique, puisqu'il y aura moins de masse en déplacement. Cependant, elles ont un espace de travail relativement réduit, donc dans le projet, une machine à structure parallèle sera mise sur un portique capable justement de déplacer la machine sur de grandes dimensions. Les objectifs du projet sont au nombre de 4. À Clermont-Ferrand, nous nous sommes focalisés sur l'analyse, la conception et l'optimisation du robot de perçage, puisqu'il y a un passif important au niveau de l'Institut Pascal que je vais présenter juste après. Grâce au projet, j'ai aussi réalisé un détachement de 1 mois en Chine pour réaliser des mesures sur une machine hyperstatique à structure parallèle. Comme je vous l'ai annoncé, l'Institut Pascal a une grande expertise sur les machines-outils à structure parallèle, puisque 3 thèses se sont déroulées à l'Institut Pascal et que de nombreuses publications ont été produites à partir des travaux réalisés à l'Institut Pascal. Cependant, ces études ont pour but l'étude du comportement de ces machines pour améliorer la qualité des pièces usinées. Un des premiers travaux de thèse que j'ai réalisé est la mesure justement alors pas de pièces usinées, j'ai réalisé des mesures dans les différents points de l'espace de travail de la machine à l'aide d'un laser tracker, afin de voir quelles étaient les erreurs présentes sur la machine. Donc notre projet est au sein notre projet a pour objectif le perçage orbital de matériaux. Donc nous nous sommes appesantis sur la trajectoire réalisée pendant un perçage orbital et nous avons quantifié des erreurs correspondant du coup aux erreurs qu'on pourrait retrouver sur cette trajectoire. Du coup, l'erreur de rayon moyen, ça sera juste l'écart entre le rayon normal de l'hélice et le rayon mesuré de l'hélice. L'erreur de positionnement est le point final entre le programme d'usinage et la valeur mesurée. Ainsi, et on fonctionne exactement de la même façon pour l'écart d'orientation du perçage orbital. Nous allons regarder l'angle entre l'axe théorique et l'axe mesuré. À partir de tout cela, nous avons répertorié toutes ces erreurs et nous voyons que au niveau de l'erreur de position, nous avons un grand défaut, même si nous sommes à faible vitesse.
Ce qui nous a... on voit donc qu'on a des erreurs locales relativement réduites au niveau des erreurs de rayon moyen et au niveau des erreurs d'orientation. Par contre, l'erreur de localisation pose problème dans notre cas. Nous allons donc observer l'amélioration de la précision géométrique des machines-outils à structure parallèle hyperstatiques dans leur espace de travail. Pour répondre à cette problématique, nous avons choisi deux approches. La première, d'un aspect beaucoup plus nominal, où nous allons donc développer un modèle nominal et l'analyser de façon à voir si nous allons pouvoir avoir une résolution explicite de ce modèle. La deuxième approche correspond à la proposition d'une méthode qui nous permet de prendre en compte les contraintes géométriques induites par l'hyperstatisme et d'identifier les défauts au sein de la structure. Ces deux approches vont être développées dans la suite de cette présentation, mais tout d'abord je vais faire un petit état de l'art sur la modélisation géométrique des machines-outils à structure parallèle hyperstatique. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons fait des mesures à faible vitesse, ce qui fait que nous nous trouvons au niveau d'erreurs statiques. Il existe deux types d'erreurs, les erreurs statiques et les erreurs dynamiques. Les erreurs dynamiques sont à des fréquences beaucoup plus élevées pendant le fonctionnement de la machine. Les erreurs statiques, du coup, sont à des fréquences beaucoup moindres. On va avoir dans ces erreurs les erreurs thermiques, les erreurs de transformation et les erreurs dues à la pesanteur. Les erreurs de transformation sont les erreurs qui ont le plus grand impact sur les erreurs créées induites dans la machine. Ce qui va nous mener sur la modélisation géométrique des machines-outils. Nous avons deux types de modélisation géométrique. La modélisation géométrique directe, qui va nous permettre de passer de l'espace articulaire à l'espace des tâches. Nous allons donc pouvoir contrôler la position de l'effecteur en fonction des paramètres articulaires. Et nous avons la modélisation géométrique inverse, qui nous permet de passer à l'inverse de l'espace des tâches à l'espace articulaire. Dans le cadre des machines-outils à structure parallèle de type hexagon, la bibliographie est beaucoup plus importante au niveau de la modélisation géométrique inverse que de la modélisation géométrique directe. Nous verrons un peu plus tard pourquoi. Cependant, ces modélisations sont basées sur des méthodes afin de les obtenir. Cependant, pour les machines-outils à structure parallèle et hyperstatiques, il y a beaucoup de problématiques. Soit dans un cas de modélisation parfaite, les machines-outils à structure parallèle réalisent plusieurs bouclages cinématiques, ce qui va créer des contraintes supplémentaires dans nos équations. Au niveau des modélisations avec défaut, l'hyperstatisme va appliquer aussi des contraintes entre les paramètres géométriques. Pour réduire ce nombre de contraintes, il y a deux solutions. Soit la résolution numérique, que ce soit la résolution des équations à l'aide d'algorithmes d'optimisation, ce qui est fait dans la plupart du temps, soit une résolution grâce à des réseaux de neurones, ce qui a été réalisé par Kang en 2011. Une autre méthode pour s'affranchir justement des problèmes liés aux machines-outils à structure parallèle hyperstatique, c'est l'ajout de paramètres supplémentaires. Soit des paramètres de calcul. Bi, par exemple, en 2011, a rajouté 4 paramètres supplémentaires dans ses calculs. Soit on peut rajouter des paramètres mesurés, réaliser des mesures à l'intérieur de la machine. C'est le cas de la Trimul 600 présentée ici. C'est aussi le cas du Tricept.
je vous l'ai dit juste avant, il y a beaucoup plus de modélisation géométrique inverse que de modélisation géométrique directe. La raison pour cela est que généralement le modèle géométrique direct est déduit du modèle géométrique inverse. Par exemple, dans la thèse de Danet en 2000, il présente l'inversion du modèle géométrique inverse pour obtenir le modèle géométrique direct. Bi, dont je vous ai parlé juste avant, présente du coup une modélisation qui part de l'espace des tâches, réalise, du coup on a une modélisation géométrique inverse, on obtient les paramètres articulaires pour pouvoir après retourner dans un MGD, modèle géométrique direct. Du coup, on a besoin du MGI pour obtenir le modèle géométrique direct. Cependant, toutes ces modélisations géométriques sont soit avec, soit sans défaut. Vient après le souci de l'introduction des défauts. Il est nécessaire de les introduire, ces défauts, puisque le comportement de la machine réelle va différer du comportement de la machine au nominal à cause des modifications au niveau des dimensions. Par exemple, ici, nous avons une variation de longueur sur la quatrième barre du système 4 barres, ce qui va impacter la position de cette barre-là dans l'espace des tâches. Nous avons quasiment le même souci quand nous avons un problème au niveau du paramètre articulaire. Cependant, nous nous intéressons seulement aux dimensions géométriques, pas aux paramètres articulaires. Du coup, les défauts, il y a une référence au niveau de la modélisation des défauts, c'est le formalisme de Denavi-Tartenberg. Cependant, dans ce formalisme, les dimensions ne sont pas homogènes et de plus, tous les défauts d'orientation ne sont pas introduits. Ce qui va poser problème au niveau de l'identification justement de ces défauts. Pardon. Au niveau de l'identification plus tard des défauts, le fait d'avoir des dimensions non homogènes va un petit peu perturber du coup l'identification, et le nombre de paramètres aussi va être quelque chose d'important pour l'introduction, pour l'identification, étant donné qu'un nombre de paramètres trop important ou trop faible va introduire des contraintes dans le modèle à identifier, ce qui va nous donner justement du coup pas les bonnes dimensions recherchées. En conclusion de la revue de l'état de l'art que je viens de vous présenter, plusieurs bilans sont observables. On a donc des travaux qui sont beaucoup plus importants sur le modèle géométrique inverse que sur le modèle géométrique direct sur les machines-outils à structure parallèle. Dans le cadre général, que ce soit pour un modèle avec défaut ou un modèle sans défaut, l'optimisation est généralement nécessaire pour le modèle géométrique inverse et pour le modèle géométrique direct. Nous avons des modélisations de structures avec des défauts qui ne sont pas homogènes, ce qui va interférer avec l'identification. Et comme je viens de vous l'annoncer, le nombre de paramètres va être important pour identifier les modèles. Ce bilan nous amène du coup à deux objectifs sur le travail de thèse. Dans un premier temps, la proposition à la résolution explicite de la modélisation géométrique directe et complète de deux machines-outils à structure parallèle. L'appellation modélisation géométrique complète signifie que nous allons essayer d'avoir une formulation explicite pour tous les paramètres, qu'ils soient actifs ou passifs au sein de la structure. Le deuxième objectif de la thèse est la proposition et l'identification de la modélisation géométrique avec des défauts, avec un nombre minimal de défauts. Donc,
nous allons passer à la résolution du premier objectif, qui est la modélisation géométrique nominale et la résolution explicite. Cette partie-là a été réalisée sur 2 machines. La Triptor X7 présente à Sigma Clermont, dans l'atelier de Sigma Clermont, et la Trimul 600 présente à Tianjin University, là où j'ai réalisé mon détachement de 1 mois en novembre 2018. Ces 2 machines sont de la même architecture, cependant elles ont quelques différences que je vais vous présenter maintenant. Au niveau des liaisons entre le bâti et les jambes de la partie parallèle, nous avons pour notre Triptor X7 2 rotules à doigts et une rotule complète, alors que la Trimul n'a que des rotules à doigts. Au niveau de la liaison entre les jambes et la plateforme mobile, notre Triptor possède 3 liaisons pivots alors que la Trimul possède des liaisons rotules. Et le dernier point de différence entre ces 2 machines est la présence d'une jambe de mesure sur la Trimul alors que la Triptor n'a pas de jambe de mesure. Ces 2 machines ont été modélisées à l'aide d'un formalisme, d'une méthode de fermeture géométrique. Cette fermeture géométrique est composée de 2 fermetures, une fermeture vectorielle et une fermeture angulaire. La fermeture vectorielle correspond au transport, au déplacement le long d'une boucle cinématique en partant d'un point et en y retournant, du coup en faisant le tour sur cette boucle-là. La fermeture angulaire correspond au transport d'un repère d'un point d'une boucle à l'autre bout par 2 chemins différents, les 2 côtés de la boucle. Étant donné que nous travaillons avec des repères orthonormés, le déplacement seulement de 2 vecteurs de cette base nous permet d'avoir suffisamment d'informations pour réaliser les fermetures géométriques. Nous avons donc réalisé ces fermetures sur, dans un premier temps, la Triptor X7. En tout premier temps, au niveau de la partie strictement parallèle, pour avoir le lien entre les différents paramètres articulaires actifs et dimensions géométriques de la machine, pour avoir les paramètres articulaires passifs. Un deuxième bouclage a été réalisé pour obtenir la position de la plateforme mobile en fonction des paramètres articulaires actifs et des dimensions géométriques. Et enfin, de la même façon, une fermeture pour avoir la position de l'effecteur en fonction des paramètres articulaires actifs et des dimensions géométriques de la machine. Nous avons réalisé ces fermetures de différentes façons et nous avons utilisé la façon la plus optimale que nous avons trouvée. Cependant, même si nos fermetures ont été sélectionnées, nous avons eu un souci au niveau du paramètre articulaire passif état 2 qui se situe ici, qui est l'angle de torsion de la jambe numéro 2 de la Triptor. Du coup, nous avons tous les paramètres articulaires passifs, sauf celui-là, ce qui va impacter la position de la plateforme. Nous avons du coup la position de la plateforme en fonction des paramètres articulaires actifs, des dimensions géométriques et du paramètre état 2 que nous n'avons pas réussi à avoir de façon explicite. Et de la même façon pour la position de l'effecteur. En conclusion de la modélisation nominale et de la résolution sur la Triptor, nous avons toujours besoin d'une optimisation numérique pour déterminer état 2. Mais une fois que état 2 est déterminé, nous pouvons avoir l'ensemble des autres modèles géométriques directs. Une fois que nous avons réalisé le travail sur la Triptor X7, nous sommes passés à la modélisation de la Trimul 600
exactement de la même façon. Du coup, dans un premier temps, l'obtention des liens entre les paramètres articulaires actifs et les paramètres articulaires passifs. Ensuite, la détermination de la position de la plateforme, puis la détermination de la position de l'effecteur en fonction des paramètres articulaires actifs. De même que pour la Tripteor, nous n'avons pas pu avoir toutes les relations entre les paramètres articulaires passifs et les paramètres articulaires actifs. Il nous manque l'angle kappa2 et phi2 qui se situe phi2 sur cette liaison pivot et kappa2 au niveau de celle-là. Ceci étant, nous avons continué puisque la trimule a une particularité, elle a une jambe de mesure. Du coup, pour obtenir la position de la plateforme de façon relativement simple, nous n'avons besoin que des paramètres qui ont été mesurés sur la machine. De même, pour la position de l'effecteur, nous avons besoin des dimensions mesurées et des paramètres articulaires actifs au niveau du poignet et des dimensions géométriques. En conclusion de la modélisation de la trimule, nous avons encore une fois besoin d'une optimisation numérique pour kappa2 et phi2, mais le modèle géométrique direct peut être obtenu grâce à la jambe de mesure. En conclusion de cette partie sur la modélisation nominale et la résolution, la modélisation a été réalisée complètement, du coup, avec le paramétrage de la géométrie des deux différentes machines outils à structure parallèle. Un paramétrage qui nous a permis aussi de pouvoir voir les points communs et les différences entre ces deux machines. Nous avons du coup aussi établi les modèles complets. Il n'y a qu'au niveau de l'obtention des liens entre les paramètres où nous avons eu des blocages. Pour la Tripteor, du coup, je vous le rappelle, au niveau du paramètre état 2, au niveau de la trimule, au niveau des paramètres kappa2 et phi2. L'indétermination du paramètre état 2 sur la Tripteor implique que nous n'avons pas tous les liens entre les paramètres articulaires et les positions, soit de la plateforme, soit de l'effecteur. Pour la trimule, l'utilisation de la jambe de mesure nous permet l'utilisation de cette jambe nous a permis d'avoir le modèle géométrique. En perspective de cette partie, nous pourrions mettre en place une optimisation pour déterminer justement ces paramètres passifs et ainsi obtenir les modèles géométriques nominaux explicites de ces deux machines. Nous passons ensuite à la partie suivante qui concerne la modélisation et l'identification des défauts. Cette partie-là va se décomposer en 4 parties, où dans un premier temps, je vais vous présenter la méthode que nous avons mise en place. Ensuite, l'application de cette méthode à un système simple qui est le système Biel-Manivelle pour pouvoir le présenter de façon simple. Ensuite, nous passons à la Tripteor X7 et nous finirons par l'identification des défauts sur cette machine. La méthode va se décomposer en 2 étapes. Dans un premier temps, la modélisation du système hyperstatique avec défaut. Du coup, la modélisation des défauts, la modélisation des mouvements, la modélisation des jonctions entre les différents éléments que nous avons mis en place et l'obtention du modèle géométrique direct. Ça va être la première étape. La seconde étape va être l'écriture de la stationnarité du modèle, qui va nous permettre d'obtenir des contraintes sur notre modèle. Donc, dans un premier temps, la modélisation des défauts. La modélisation des défauts, nous allons utiliser le formalisme des matrices homogènes et nous allons utiliser les principes des invariants de liaison. Donc, dans un premier temps, l'axe de la liaison suivant la pièce R, ici, sera appelé ZJ, et du coup, ça va être notre invariant de liaison. Quelle que soit la liaison que nous allons avoir,
cet axe-là va rester toujours le même. Afin d'obtenir une base, nous allons récupérer la perpendiculaire commune entre l'axe Z de la pièce précédente et l'axe de l'invariant de liaison. Et ensuite, nous allons mettre l'axe Y de façon à obtenir un repère orthonormé direct. L'espace entre la pièce précédente et la liaison va être déterminé par le vecteur OR I-1 OJ. Bon. Du coup, voilà, ça c'est notre modélisation. Cependant, au niveau de l'axe de l'invariant de liaison, nous allons avoir un axe qui va être orthonormé de norme, du coup 1, ce qui va faire que quand nous connaîtrons deux paramètres de ce triplet-là, nous aurons le troisième. Voilà. Au niveau ici, le AI, BI, CI, nous sommes dans le repère R, c'est la définition dans le repère R. Dans le repère J, une des composantes ne va pas pouvoir avoir de défaut, puisque nous serons sur l'axe de l'invariant de liaison. Au niveau, du coup, ça c'est pour les modélisations des défauts. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons aussi modéliser les mouvements possibles. Nous allons avoir seulement deux mouvements possibles, soit une rotation, soit une translation. La rotation va être d'angle θi et la translation d'une distance xi. Ensuite, une fois que nous avons du coup, les défauts et les mouvements possibles, il se peut que nous arrivions sur une pièce qui ne sera pas la fin de notre sous-système. Par exemple, sur la triptor, une jambe va arriver au niveau de la liaison pivot de la dernière liaison pivot de la jambe. Et le repère qui va nous intéresser pour boucler le modèle va être un peu plus loin. Du coup, nous allons mettre en place des matrices de jonction. Ces matrices vont être identifiées par d'autres méthodes de mesure que par la méthode que je vais vous présenter tout à l'heure. Ces matrices de jonction, du coup, comme je vous l'ai annoncé, peuvent être soit à la fin, soit au début. Elles peuvent être le lien entre le repère de mesure et le repère de la machine. L'obtention du modèle géométrique est en deux parties. Dans un premier temps, du coup, comme j'en ai un petit peu parlé, nous allons avoir des sous-systèmes qui vont être le produit des matrices que je viens de vous présenter. L'obtention du modèle pour une boucle cinématique va être obtenue en faisant la différence de deux sous-systèmes. Du coup, voilà. Maintenant, nous avons notre modèle géométrique direct. Nous allons passer à l'analyse de la stationnarité. Du coup, cette analyse va nous permettre de déterminer les contraintes entre les différents paramètres du modèle. C'est une dérivation du coup, du modèle par les paramètres géométriques des matrices de défaut et les paramètres articulaires passifs des matrices de mouvement. Ceci va nous permettre de connaître l'influence de tel ou tel paramètre et d'anticiper la reconfiguration de la machine. Je vais vous présenter du coup maintenant l'exemple sur le biais de manivelle afin d'expliciter tout ça de façon un peu plus claire. Donc, le système biais de manivelle est un système qui est hyperstatique, mais qui est beaucoup plus simple qu'une machine-outil à structure parallèle. C'est pour ça que nous avons choisi de modéliser ce système. L'application du coup de notre modèle sur le biais de manivelle nous donne ces quatre équations ici, qui sont exactement les mêmes que celles que nous trouvons lorsque le système biais de manivelle est modélisé avec une simple fermeture géométrique.
nous retrouvons exactement les mêmes équations. Notre système, notre modélisation est validée puisque nous retrouvons la même chose. Cependant, nous allons voir la stationnarité, l'étude de la stationnarité sur ce système-là. Donc, nous avons réalisé le modèle. Nous avons des défauts. Nous avons introduit des défauts. Et nous obtenons 6 équations. Nous obtenons 12 équations et nous avons retenu ces 6 équations-là pour montrer l'étude de la stationnarité que nous avons réalisée. Donc, dans un premier temps, au niveau de l'équation numéro 5, nous avons un défaut qui est divisé par un paramètre qui, au nominal, sera nul. Pour toujours avoir quelque chose qui va être fini, il nous faut forcément que le défaut I3 et le défaut I2 soient nuls. En enlevant du coup tous ces défauts, nous voyons assez rapidement que dk4 doit être égal à 0. Les angles θ1 et θ3 ne sont pas proportionnels, ce qui nous donne assez rapidement que dj3 et dj2 doivent être nuls, ce qui implique que dj4 est égal à 0. C'est le cheminement que nous avons réalisé au niveau de toutes les équations pour pouvoir obtenir les contraintes données par l'hyperstatisme. Petite conclusion sur le système Biel-Manivelle. La détermination de toutes ces contraintes, du coup ce que je vous ai présenté juste avant et qui sont rappelés ici, nous montre que en prenant en compte ces contraintes, nous retournons à un système Biel-Manivelle plan, ce qui est la référence pour un système Biel-Manivelle. Au niveau de l'analyse globale de notre modélisation, nous avons du coup 3 conclusions. Nous avons un parallélisme qui est toujours nécessaire pour des liaisons qui sont nominalement parallèles. Nous n'avons pas trouvé de contraintes au niveau des défauts de position des liaisons entre elles. Et nous n'avons pas de méthode pour garantir la détermination de toutes les contraintes liées à l'hyperstatisme. Du coup, maintenant, nous allons passer à la modélisation et l'analyse du système de la Triptéor. Du coup, comme pour la Biel-Manivelle, nous avons réalisé la modélisation des différentes jambes, puis nous avons réalisé le modèle géométrique direct pour lui appliquer la stationnarité. La stationnarité sur les différents éléments que nous avons à notre disposition nous donne du coup les contraintes sur les paramètres d'orientation qui vous sont présentés ici. Pour vérifier la pertinence de notre trouvaille grâce à l'analyse de la stationnarité, nous avons réalisé deux comparaisons. Dans un premier temps, nous avons réalisé une comparaison avec un jumeau numérique CAO qui nous a rapporté 3 situations différentes. Dans un premier temps, nous avons eu des reconfigurations de la machine, ce qui correspond à l'introduction de défauts sur un défaut dont nous n'avons pas de contrainte. Par exemple, DJ21, nous n'avons pas, dans le tableau précédent, nous n'avions pas de contrainte dessus. Le fait d'introduire un défaut va faire à ce que la structure de la machine va se reconfigurer en introduisant un défaut au niveau des paramètres articulaires passifs. Ensuite, nous avons eu des erreurs d'assemblage. À ce niveau-là, le logiciel de CAO n'arrive pas à reconstruire la structure. Et cette situation arrive lorsque nous avons une contrainte géométrique établie comme le défaut doit être nul. Et enfin, nous avons une situation où nous n'avons pas de changement.
Cette situation-là arrive lorsque nous sommes sur l'introduction de défauts sur l'axe de l'invariant. Du coup, nous avons cette comparaison avec le jumeau numérique. Nous avons aussi réalisé une comparaison avec la modélisation de Pöchler. Cette modélisation est implémentée dans la commande numérique de la Tripteor. Et nous avons du coup comparé les différentes contraintes que nous avions avec les contraintes que Pöchler a mis en place dans cette commande numérique. Nous validons quasiment toutes ces contraintes, sauf les deux dernières, ici. Ces deux contraintes correspondent à la nécessité, selon Pöchler, d'avoir les axes de liaison pivot qui permettent le rotulage de la jambe 2. Du coup, ces trois liaisons doivent être perpendiculaires les unes entre les autres. Nous avons trouvé que notre modélisation ne valide pas cette condition sur contrainte de Pöchler. En conclusion, sur la modélisation, sur notre modélisation, du coup, nous avons réussi cette modélisation sur le biel manivelle et sur la Tripteor. Nous avons montré que la stationnarité permet de formuler des contraintes géométriques et de réduire le nombre de paramètres à identifier, et nous avons une cohérence entre notre modélisation assistée par la stationnarité et les modélisations dans la littérature. En perspective de cette partie sur la modélisation, nous pourrions voir une méthode pour déterminer les contraintes sur les défauts de position et aussi automatiser la détermination des contraintes, puisque l'ensemble des calculs réalisés sur l'étude de la stationnarité ont été réalisés à l'aide du logiciel Mathematica, mais en semi-manuel. Une fois que nous avons réussi la modélisation, nous pouvons passer maintenant à l'identification des défauts sur la Tripteor, nous avons encore besoin de 3 étapes pour finir l'identification. Du coup, les mesures, l'optimisation numérique et la validation, puisque la modélisation a déjà été réalisée. Au niveau des mesures, avec le contexte sanitaire actuel, nous n'avons pas pu réaliser des mesures sur la Tripteor. Nous avons pu récupérer des mesures qui ont été réalisées en 2011 par Kang. Ces mesures sont dans un espace relativement réduit et au niveau de l'espace des tâches et au niveau de l'espace articulaire. À droite, vous avez une simulation de ces points de mesure avec notre modélisation. Du coup, avec ces mesures, nous avons la capacité de réaliser l'optimisation numérique. Avec du coup, les mesures et le modèle, nous pouvons réaliser l'optimisation numérique qui a été réalisée avec la fonction LSQ non-line de MATLAB sur la fonction coût qui va réaliser l'écart entre les positions mesurées et les positions simulées à partir des paramètres articulaires actifs mesurés et les dimensions géométriques. Et nous allons faire varier les défauts de façon à obtenir un écart du coup, entre la position mesurée et la position simulée inférieure à une certaine valeur pour déterminer que la géométrie a été identifiée. Cette identification nous donne du coup les paramètres, les différents défauts de la machine. Ce qui nous intéresse, va être l'écart que nous avons entre notre simulation et les mesures. Ici en haut, nous avons l'écart du coup, entre la mesure et la simulation lorsque nous n'avons pas intégré de défaut. Et ici, nous avons justement cet écart-là, mais avec un modèle qui a pris en compte les défauts. Nous avons réduit à peu près de
à peu près 10 fois l'écart entre la simulation et les mesures. Et nous avons du coup, la phase d'optimisation nous rend une jacobienne de rang 52, et nous avions 52 paramètres à identifier. Pour valider nos dimensions identifiées, nous sommes passés avec un deuxième jeu de données réalisé aussi par Kang, où nous avons des écarts qui sont un peu plus étendus, mais qui restent cependant toujours inférieurs aux valeurs obtenues par Kang, puisque nous avons des valeurs inférieures. Notre écart est beaucoup plus étendu puisque nous n'avons pas fait de passe d'optimisation sur les points de validation. En conclusion de cette partie, nous avons du coup réalisé l'application de notre modélisation sur MATLAB. Nous avons identifié les 52 paramètres introduits par notre modélisation avec 107 points de mesure. Les écarts que nous avons obtenus entre notre modélisation et les mesures est inférieur aux écarts obtenus par les personnes qui ont travaillé précédemment sur la triptéore. Et nous avons comme perspective sur cette partie d'identification d'augmenter le nombre de mesures et le volume des mesures, agrandir le volume à l'espace de travail de la machine. En conclusion de cette présentation, je vais vous rappeler les objectifs que nous nous sommes posés au début de la thèse, qui sont du coup proposer et résoudre explicitement la modélisation géométrique directe et complète de machines-outils à structure parallèle. La modélisation géométrique a été réalisée, modélisation géométrique nominale. Cependant, nous n'avons pas réussi à avoir la résolution explicite pour tous les paramètres. Nous avons toujours besoin d'une optimisation pour déterminer les paramètres qui nous manquent. Au niveau du deuxième objectif, la proposition et l'identification d'une modélisation géométrique avec un nombre minimal de défauts sur une machine-outil à structure parallèle, nous avons réalisé du coup cette modélisation géométrique. Nous avons défini des conditions de fonctionnement grâce à l'étude de la stationnarité, et nous avons réussi à identifier les défauts et réduire les erreurs entre le modèle et la mesure sur la triptéore. Les perspectives possibles pour la suite de la recherche sur la modélisation géométrique du coup, des machines-outils à structure parallèle. Pour la modélisation nominale, la détermination des solutions possibles du problème géométrique sont une de ces perspectives. Pour la modélisation avec les défauts, automatiser la méthode pour la détermination des contraintes sur les paramètres géométriques est envisageable. La réalisation de mesures supplémentaires et l'application du modèle à une autre structure parallèle hyperstatique sont aussi des perspectives, et l'étude des équations de la stationnarité pour prendre en compte les erreurs de position. Et le dernier point sur lequel nous pourrions travailler plus tard. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.